Le déficit public de l'État pour 2023 est bien pire que ce qui était annoncé. Il manque 18 milliards de plus que ce qui était prévu. Le pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. J'assume toutes mes responsabilités. J'étais le chef de cette administration. Et comme chef de cette administration des finances, j'endosse toutes les responsabilités de mes services. La dette est un problème, mais le vrai problème, c'est un petit problème, la dette, il se règle si on a la bonne solution. Vous avez dit, le désendettement pendant 7 ans, le désendettement de la France a été mon obsession. Heureusement que vous le dites, parce que les faits, malheureusement, vous contredisent lourdement. Le déficit public. Alors on parle beaucoup de dette, la dette. La dette, c'est la somme de tout ce qu'on a emprunté, l'État et les entités qui sont assimilées par le passé et qu'on est censé rembourser, ou du moins sur lequel on est censé payer des intérêts. On ne rembourse pas forcément, mais on paye des intérêts. Le déficit, et c'est le concept le plus important, c'est pas ce qu'on a emprunté par le passé, c'est chaque année la différence entre les recettes publiques, en gros les impôts, les cotisations sociales, et les dépenses publiques, c'est-à-dire on additionne là-dedans des choses qui sont de nature très différente, mais en gros les prestations sociales, le fonctionnement de l'État et des administrations, et les services publics. Et donc il y a un déficit public qui est la différence entre les deux. Et on a un déficit public qui, en 2025 et 2024, était très élevé, supérieur à 5 points de PIB. Donc on rapporte ça au PIB, à la richesse créée annuellement. C'est beaucoup. C'est plus que d'habitude et c'est probablement trop. Donc autant la dette, c'est-à-dire tout ce qu'on a emprunté par le passé, c'est pas une menace en tant que telle. Il y a plein de pays qui sont plus endettés que la France. Simplement, la dette, elle représente un coût. On doit payer un loyer à la dette, en fait. On doit réemprunter régulièrement ce montant de dette. En gros, c'est des emprunts qu'on fait en moyenne sur 8 ans. Et donc, quand il y a un paquet de milliards qui arrive de la dette précédente, on doit les réemprunter, parce qu'on ne va pas rembourser, je ne sais même plus à combien on est, mais des milliers de milliards de dettes, c'est pas le sujet. Simplement, on doit les réemprunter. Et chaque fois qu'on les réemprunte, on les réemprunte à un taux d'intérêt, qui est le taux d'intérêt du moment. Voilà. Donc le problème de la dette publique, c'est qu'elle nous coûte de l'argent comme un loyer. Oh, pinaise! Et le déficit public, le problème principal qu'il pose, c'est qu'il détermine combien on doit emprunter en plus cette année pour les années suivantes. Voilà. Et donc il représente un coût public et un coût collectif. Et donc, est-ce qu'on a un déficit trop élevé? Probablement oui. Pour le dire vite, avoir un déficit budgétaire, c'est pas grave, c'est pas une maladie, et on en a eu très fréquemment, mais il y a un niveau de déficit. Quand le déficit est élevé, quand la croissance, désolé de dire des gros mots, est faible, et quand on a un certain niveau de taux d'intérêt, il y a un effet d'emballement, c'est-à-dire qu'avec un déficit trop important, on augmente la dette, on augmente le montant de ce qu'on va avoir à remplacer, et finalement, on se crée des coûts inutiles. J'assume toutes mes responsabilités. Une façon de dire que c'est trop élevé, c'est de dire que pour payer les dépenses publiques, on a deux façons de faire. Enfin, pour payer les dépenses publiques, on va prendre de l'argent dans nos prélèvements obligatoires à tous, et puis on va demander de l'argent à des gens qui en ont. Soit on leur emprunte et on devra leur payer des intérêts, soit on leur fait payer des prélèvements obligatoires et on leur devra rien du tout. Voilà. Et donc une façon de dire que le déficit est trop élevé, c'est aussi de dire ça. Un déficit élevé, c'est un coût collectif, et effectivement, ça fait peser pas une menace existentielle, la France ne va pas faire faillite, personne ne croit ça, et il y a énormément de gens qui ont intérêt à prêter de l'argent à la France, et qui sont très contents de prêter de l'argent à la France, et de percevoir des intérêts. Il y a quelques semaines, vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui.
Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Mais effectivement, un déficit trop élevé, c'est un coût, ça augmente la menace, ça augmente y compris le rapport de force des politiques qui pourraient dire si vous ne faites pas d'austérité, ben on va vous faire payer des taux d'intérêt plus chers, des politiques ou des marchés. Et donc c'est un problème. Bon, donc oui, il y a un déficit, c'est un sujet. C'est pas le sujet le plus grave de ce pays, loin de là, mais c'est un sujet. Deuxièmement, pourquoi il y a un déficit? Première raison, je vais reparler croissance, on pourra avoir le débat après, mais la croissance économique, c'est une façon de mesurer l'activité économique, la création de richesse dans le monde dans lequel on est. Depuis la crise de 2008, en gros, on a une économie européenne en général et française en particulier qui stagne. Ça pèse sur nos vies beaucoup. C'est à mon avis la principale raison des difficultés à vivre, encore plus que l'explosion des inégalités, cette stagnation à laquelle nos économies n'étaient pas préparées. Mais ça joue aussi sur les finances publiques. Une économie qui stagne, ben c'est moins de recettes publiques qui rentrent. La deuxième raison, qui est plus récente, mais qui est importante, c'est des baisses d'impôts inconsidérées depuis 2017 des différents gouvernements Macron. J'assume toutes mes responsabilités. J'ai dit qu'on a 5 points de déficit. On a le droit, entre guillemets, d'aller jusqu'à 3 selon les traités européens. Sur ces 5, il y en a en gros 2 qui sont directement imputables aux baisses d'impôts qui ont eu lieu depuis 2017. Alors des baisses d'impôts pour les entreprises et aussi pour les ménages. Les très gros morceaux, c'est la baisse de l'impôt sur les sociétés, l'espèce d'impôt sur le revenu sur les profits des entreprises, dont le taux a été baissé assez sensiblement. La taxe d'habitation, qui a été supprimée par tranche, et la dernière tranche était celle sur les ménages les plus riches. Et un certain nombre d'autres baisses, des baisses sur des impôts de production, des choses plus symboliques budgétairement mais importantes, la suppression de l'impôt sur la fortune, le plafonnement aussi des impôts payés par les plus riches sur les revenus du capital. Bref, des baisses d'impôts qui sont responsables de 2 points de recettes en moins. Alors pourquoi ils ont fait tout ça? Probablement par pour satisfaire des intérêts politiques de fraction de la population qui les soutient, peut-être aussi avec une stratégie de ce qu'on appelle la politique de l'offre. On va baisser les impôts, mais vous allez voir, ça va donner un coup de fouet à la croissance, on va repartir comme avant, etc. On est beaucoup d'économistes, il y en a même dans la salle, à jamais avoir cru que cette politique allait marcher. Il se trouve qu'en plus, il y a eu les confinements, il y a eu la crise énergétique. Le fait est qu'on a baissé les impôts de manière très inconsidérée, extrêmement coûteuse, et que les effets supposés ou attendus n'ont jamais eu lieu. Vous avez dit, le désendettement pendant 7 ans, le désendettement de la France a été mon obsession. Heureusement que vous le dites, parce que les faits, malheureusement, vous contredisent lourdement. Résultat, c'est un peu comme si vous vous retrouviez en bas d'une pente avec les pneus crevés et sans élan. Voilà, en bas d'une côte. C'est un peu l'état de l'économie française. Je dis ça pour dire, effectivement, la situation n'est pas terrible. C'est pas juste une histoire qu'on raconte. Troisième élément qui explique qu'on a un déficit, on a une dynamique de besoins plus rapide que l'économie. À la fois, on a une économie qui ne progresse pas très vite, puis on a des besoins qui sont spontanés. Alors, on a une vague démographique dans l'enseignement supérieur, on a un pays qui vieillit, donc c'est des dépenses de santé, des besoins. On a aussi des besoins liés à la transition écologique, on a des besoins d'éducation. Et donc, tous ces éléments-là se combinent pour générer un déficit public, donc je vous ai dit qu'il est réel. Avec tout ça, on n'est pas dans la merde. Et dans une situation économique qui n'est pas simple, qui est moins facile que d'autres périodes, et y compris, c'est souvent la question qu'on se pose, un gouvernement de gauche, il aurait, et je vais vous le dire, il pourrait faire des choses bien différentes, et il aurait des marges de manœuvre au moins pour les premiers milliards, mais la situation ne serait pas facile pour autant dans l'état du capitalisme qu'on connaît, avec les rapports de force qu'on connaît, etc. Alors maintenant, l'austérité. L'austérité, elle a plusieurs visages. C'est compliqué, en plus ça dépend de où on parle. Du côté de la fonction publique d'État, l'austérité, ça fait très longtemps qu'elle est mise en place, et ça, c'est reconnu, on peut discuter avec des gens à la Cour des comptes, etc., c'est très évident. Alors, il y a toujours des jeux sur les mots dans les politiques publiques, parce que
On peut augmenter le nombre de milliards ou le nombre d'euros et être quand même dans une situation d'austérité. C'est le cas dans mon université. Il suffit que les dépenses énergétiques ou simplement l'avancement de carrière, la masse salariale augmente pour que, en fait, on augmente le nombre d'euros ou même on le laisse stable et on fait juste l'inflation et en fait, on serre les moyens. Et il se trouve que dans la fonction publique, ça fait 10 ans, 15 ans que c'est comme ça, et notamment du côté des rémunérations. Et dans le secteur associatif, je pense que c'est comme ça aussi et que c'est en train de s'accélérer parce que l'austérité a d'abord concerné la fonction publique d'État et elle est en train depuis quelques années, de manière durcie, de concerner les collectivités territoriales. Donc c'est pour ça que maintenant, via les collectivités territoriales, ça tape sur le secteur associatif qui est en lien direct. Et pourquoi il y a de l'austérité? Parce que schématiquement, la politique publique qui est proposée, on peut prendre l'idée du budget Bayrou initial. Tout le monde devra participer à l'effort. En gros, celui qui avait été proposé par François Bayrou, qui est le même qui a été proposé par le Cornu à la rentrée, c'est de dire, on a un déficit public, on part du principe que je conteste, qu'on ne peut pas augmenter les prélèvements obligatoires, et donc la solution, c'est de baisser les dépenses publiques. Voilà. Et donc, schématiquement, la politique de la droite, des libéraux, c'est de dire on va définancer les protections collectives pour ne pas augmenter les prélèvements obligatoires et pour résorber le déficit ou alors parfois même pour distribuer une illusion de pouvoir d'achat. On va, je sais pas, on va faire de la prime Macron par exemple, donc on définance le collectif et le social pour donner l'illusion qu'on a du cash. Donc effectivement, on peut dire qu'on a une forme de politique d'austérité. Alors l'austérité du budget 2026, on ne la connaît pas encore, parce que la copie qui a été présentée initialement n'est pas celle qui sera faite, et c'est assez intéressant même en termes de marge de manœuvre. En fait, ça a beaucoup bougé. Le budget qui a été présenté initialement contenait symboliquement, mais même réellement, des choses qu'on n'avait jamais vues et dont on n'avait pas idée. Par exemple, le gel des minima sociaux, des pensions de retraite sur plusieurs années, des choses comme ça, dont on peut penser qu'un certain nombre de choses étaient des formes d'épouvantail politique destinées à sauter. Mais c'était quand même des mesures extrêmement dures qui n'avaient jamais été mises dans les budgets. Moi, je fais un constat qui est de dire tout le système social. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. D'autres mesures, à mon avis, qui étaient destinées à rester, qui ont finalement sauté, par exemple l'augmentation très forte des franchises médicales, c'est-à-dire un vrai recul de la sécurité sociale par rapport au remboursement de soins. Ce qui a fini par sauter dans la dernière version du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je parle même pas des retraites, puisque le budget pour moi est pas nul, mais relativement symbolique. C'est plutôt cosmétique qu'autre chose, même si pour les personnes concernées, ça peut jouer un peu. Et donc, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi économiste, c'est que il y avait un objectif de réduire le déficit de 5,3, je crois, 5,5, je sais plus, j'ai pas révisé mes chiffres avant de venir, à 4,7 points de PIB, c'est-à-dire faire un tour de vis très fort en 2026, un peu martial, un peu vous allez voir ce que vous allez voir. Et en fait, au début du débat budgétaire, le Premier ministre a dit on peut aller jusqu'à 5 points de déficit, et là j'ai l'impression que ce qui se discute, c'est peut-être d'aller jusqu'à 5,3. Donc en gros, plus 18 milliards de budget. Comme quoi, 18 milliards en plus, 18 milliards en moins, finalement, c'est pas si grave, et on verra ce qui se passe demain, je peux pas dire, mais... Le jour où le Premier ministre a dit on fera pas 4,7 points de déficit, mais 5 points de déficit, les marchés financiers, à la limite, le taux d'intérêt de la France a plutôt baissé ce jour-là qu'augmenté. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout déclenché de panique. Donc ça, c'est aussi un signal vraiment objectif que on dit il n'y a pas de solution, il n'y a pas moyen de faire autrement. En fait, il y a des marges de manœuvre. On le voit même dans les budgets du gouvernement, qui ne sont pas complètement des budgets symboliques. C'est vraiment des changements de trajectoire par rapport à ce qui était annoncé, voire envisagé. Ça ne rend pas le budget un budget social. L'austérité, elle est bien là. Et effectivement, il serait possible de faire autrement, et c'est mon troisième point, je commence à être un peu long. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Il serait possible de faire autrement. Alors, je vais vous donner mes angles plutôt que de rentrer dans les détails, y compris j'ai regardé les tracts de Solidaire, etc. Comment dire ça? Par exemple, il y a un tract sur 200 milliards d'aides publiques aux entreprises. Je n'ai pas vérifié comment on les comptait, mais oui, ils sont bien là. Il n'y a pas de problème, il y a 200 milliards d'aides publiques aux entreprises. Mais les 200 milliards d'aides publiques, ça fait 40 ans qu'on les distribue et à coût de 5 milliards par an. Du coup, c'est un peu comme quand vous arrosez du sable, il se dissipe dans l'économie. Alors, il coûte toujours de l'argent et de l'argent à l'État. En même temps, moi, je ne crois pas qu'on puisse du jour au lendemain prendre même 50 milliards aux entreprises comme ça. Objectivement, ça ne se passerait pas très bien. Donc, ça traduit une politique qui est toujours au service des entreprises et pas d'une vraie stratégie économique, ça je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a 200 milliards qu'il suffit d'aller récupérer pour les donner à l'aide sociale à l'enfance et qu'on saurait le faire. Je pense pas ça. Mais je pense quand même que les premiers milliards, même les premières dizaines de milliards, sont relativement faciles à récupérer. Je ne suis pas spécialiste de ça, vous avez entendu les débats sur la taxation des riches, vous avez en tête peut-être la taxe Zuckman. Je ne sais pas si la taxe Zuckman est le format idéal, mais c'est sûr qu'il y a des très gros patrimoines, c'est sûr que le patrimoine est insuffisamment taxé. Spontanément, parce que je suis sans doute frileux, je suis plutôt pour des montées d'impôts progressives. On met l'assiette, on met un taux bas, puis après on monte, comme ça. Plutôt que de mettre directement une taxe qui est assez rapide. Mais cela dit, il y a des milliards sans doute à récupérer du prêt des très hauts patrimoines. Il y a aussi, simplement, rien qu'en 2025, Michel Barnier avait créé une taxe exceptionnelle sur les très grandes entreprises. Alors là aussi, ça fait 3 mois que je n'ai pas regardé ça, mais en gros, je crois qu'elle rapportait 8 milliards. Et le gouvernement avait prévu de la supprimer. Donc on a créé une taxe exceptionnelle en 2025, et alors que c'est l'horreur, l'austérité, etc., on la supprime, et je crois que le compromis a finalement été bon, on la laisse, mais à 4 milliards. Vous voyez, il y a des marges, il y a des possibilités de faire. Et puis, avec des collègues, on a travaillé beaucoup sur ce qu'on appelle les dépenses fiscales, les niches fiscales, les crédits d'impôt, il y en a pour plein de choses, les services à la personne, les exonérations de cotisations sociales, etc., etc. Rien qu'en faisant le gel, vous savez ce qu'il y a sur le point d'indice, là, le gel qu'on a depuis 15 ans, vous feriez le même gel sur les exonérations de cotisations sociales, sans rien toucher d'autre, vous récupérez 4 milliards par an. C'est mon collègue Clément Carbonnier qui a calculé ça. Tous les ans. Parce qu'il y a 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales sur les entreprises, juste un gel, le coût qu'ils nous ont fait à nous, 4 milliards par an. J'assume toutes mes responsabilités.